Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable au projet de Grandeur Noire simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes. J'ai pas les mots pour vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à la maison d'édition Grandeur Noire et notamment à son premier livre, au premier livre de cette maison d'édition, qui est le conte Walata, que j'ai écrit, que Wesley Dupré a illustré de façon merveilleuse et qui s'adresse particulièrement aux enfants, qui traite de l'estime de soi, qui traite du fait de ne pas se fier aux apparences, qui traite de pas mal de messages à analyser au fur et à mesure des lectures. C'est vraiment un conte qui devrait se lire plusieurs fois. Donc voilà, j'espère que parents et enfants vont apprécier. Et encore, merci pour cet accueil très, très enthousiaste. La bonne nouvelle du jour, c'est que l'aventure Grandeur Noire Édition continue avec la sortie d'un deuxième produit qui est le puzzle de la reine Zinga. Donc, vous pouvez retrouver l'histoire de cette reine dans le livre My Type of Bad Gyal. Tous les liens pour obtenir tout ça sont dans la barre d'infos. Donc, la reine Zinga, c'est une reine africaine qui a eu un impact énorme parce qu'elle a résisté pendant 40 ans, pendant plus de 40 ans aux colons espagnols. Et elle a été donc à la fois chef d'État et chef d'armée. C'est vraiment une figure dans notre histoire qui est très impactante. Voilà pourquoi le choix de cette reine-là pour le puzzle. Voilà, donc toujours dans l'esprit de pédagogie avec les enfants pour qu'ils apprennent leur histoire de façon ludique. Et un autre remerciement, c'est pour les donateurs PayPal. Je vais toujours vous remercier parce que depuis plusieurs mois, c'est vous qui me permettez non seulement de vivre, mais de mettre en place de plus en plus de projets pour Grandeur Noire, que ce soit le repérage, que ce soit la maison d'édition. C'est grâce à vous que je peux m'adonner à tous ces projets-là et à fournir de plus en plus de contenu pour vous et pour vos enfants. Parce que bien évidemment, s'occuper de la chaîne YouTube, s'occuper du contenu Instagram, s'occuper de la maison d'édition, s'occuper de la gestion de l'association qui propose le livre My Type of Bad Gyal, le coloriage, le calendrier, s'occuper du repérage du documentaire, s'occuper de la finalisation du prologue du documentaire. Tout ça demande énormément de temps, demande un travail colossal. Je ne pouvais pas m'adonner à une autre activité, donc clairement, ce sont vos dons PayPal qui me permettent de me consacrer à ça chaque jour, chaque mois. Merci. Merci d'être là. Je lis vos messages aussi, sachez-le, même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Je lis vos messages et je les apprécie. Et enfin, je remercie Nala Sangaré pour sa bague qui ne me quitte maintenant quasiment jamais. Et je remercie Wakshi Création pour ses nœuds toujours élégants, toujours colorés, toujours pétillants. Vous pouvez retrouver ces deux créatrices, elles sont en lien dans la barre d'infos. Alors le sujet du jour est lié au mois de mai puisque c'est un mois qui contient 3 dates en rapport avec l'esclavage. Le 10 mai, le 22 mai et le 27 mai. Du coup, je tiens à repréciser qui sont les réels abolitionnistes dans l'histoire de l'esclavage. C'est parti. Alors, avant de vous présenter des exemples d'abolitionnistes, je vais revenir sur la définition de ce qu'est un abolitionniste. On va prendre un parallèle très simple à comprendre. L'évadé d'une prison, c'est celui qui est à l'intérieur de la prison et qui s'enfuit de la prison. Ceux qui sont à l'extérieur de la prison et qui l'aident dans le plan d'évasion, dans la logistique de l'évasion, ce sont des alliés, ce sont des complices, ce sont des collaborateurs. Mais l'évadé, ça reste celui qui s'est échappé de l'intérieur de la prison. Toute personne qui n'est pas dans la prison, mais qui participe à l'évasion, n'est pas considérée comme un évadé. Eh bien, les abolitionnistes, c'est la même chose. Ce sont les personnes directement concernées par l'esclavage, par la captivité, par l'oppression de ce système
qui sont les abolitionnistes. Tous ceux qui étaient en dehors de l'oppression et de la captivité de ce système ne sont pas des abolitionnistes, mais des alliés, des complices ou des collaborateurs. Donc, l'abbé Grégoire, Victor Schœlcher et toutes les figures blanches européennes qu'on veut nous présenter comme des sauveurs, comme des libérateurs, ce sont des alliés de la libération des Africains. Pour certains, parce que beaucoup étaient guidés d'abord par des intérêts financiers ou des intérêts politiques. Donc pour le peu qui étaient sincères, ce sont des complices, ce sont des alliés, ce sont des collaborateurs qui ont aidé à la logistique de la fin de ce système-là. Que ce soit les Africains des plantations qui se sont révoltés, qui ont saboté, qui ont empoisonné leurs maîtres, qui ont conservé des aspects culturels de leurs origines, ou que ce soit les Africains qui se sont évadés, qui ne sont pas restés dans le système d'esclavage, dans les deux cas, ce sont des abolitionnistes. Donc il me paraît important en mai 2021 de repréciser, puisque je l'ai déjà fait en 2020 dans la vidéo « La résistance des Africains pendant l'esclavage », j'ai déjà précisé tout ça, je le répète et je le répéterai chaque année autant de fois que ce sera nécessaire, les abolitionnistes sont nécessairement des Africains. Et la différence est flagrante dans les faits, puisque les abolitionnistes, donc les Africains, qui ont lutté pour leur liberté, leur survie, ce sont des personnes qui ont fait couler leur propre sang, qui ont pris le risque de mourir, qui sont partis au combat, un combat physique, pas un combat verbal. Et donc, ces personnes africaines ont sacrifié leur vie, ont pris le risque de faire couler leur sang, celui de leurs enfants, celui de leurs parents, pour obtenir la liberté. Et les alliés, donc les Européens, qui étaient très souvent à des milliers de kilomètres de la réalité de l'esclavage, eux, leur lutte contre l'esclavage se faisait dans le confort. Ce sont souvent des personnes qui avaient des moyens financiers, qui avaient des contacts dans le réseau politique et surtout, ils ne faisaient pas couler leur sang ou celui de leurs enfants ou de leur famille. Ils faisaient couler de l'encre sur du papier pour, avec des lettres, avec des pamphlets, avec des journaux, réclamer, si possible, au gouvernement de bien vouloir prêter attention à la souffrance et à la barbarie opérée à des milliers de kilomètres, au-delà d'océans très lointains. Donc clairement, on n'est pas dans la même forme de combat, on n'est pas dans le même degré de prise de risque, et surtout, les uns, les abolitionnistes, donc les Africains, sont directement concernés. Les autres peuvent se sentir concernés. Néanmoins, ça reste quelque chose de très lointain, de très éloigné de leur réalité. Maintenant que cette mise au point est faite, on peut poursuivre avec des cas concrets d'abolitionnistes. Alors, vu que le mois de mai abrite les dates où l'abolition de l'esclavage a été déclarée en Martinique et en Guadeloupe, eh bien, on va commencer avec un exemple des Antilles. C'est celui de Louis Delgrès. Il était tellement brillant qu'il est rentré dans l'armée au bas de l'échelle, mais il a très rapidement gravi les échelons jusqu'à avoir des responsabilités qui lui sont confiées sur l'île. Mais en 1802, c'est-à-dire après 8 années de liberté accordée aux Guadeloupéens, Napoléon décide en 1802 de rétablir l'esclavage. Et à partir de cette annonce, même si Louis Delgrès servait l'armée française au départ, eh bien là, il se révolte contre cette armée, contre Napoléon, contre le rétablissement de l'esclavage. Donc il va se servir de ses compétences militaires pour recruter, former, organiser une véritable armée guadeloupéenne de descendants d'Africains qui vont se battre pour conserver leur liberté. Cette armée de Louis Delgrès a réuni énormément de personnes puisque forcément les afro-descendants ont refusé de retourner dans les fouets, dans le viol, dans la séparation des familles. Il n'a pas été difficile de les convaincre de se battre jusqu'à la mort plutôt que de retourner dans ce cauchemar. Donc l'armée de Louis Delgrès a compris des hommes, des femmes, des adolescents. Toute personne en capacité de se battre a intégré l'armée de Louis Delgrès et effectivement pendant 3 semaines en mai 1802, l'armée de Louis Delgrès va dégommer l'armée de Napoléon. Et juste le fait de résister pendant 3 semaines à l'armée la plus puissante au monde à l'époque, on est en 1802, l'armée de Napoléon est dite
la plus puissante au monde. Elle n'a jamais vécu aucune défaite. Donc résister 3 semaines face à une armée mieux équipée, mieux formée, plus expérimentée et surtout plus nombreuse. Donc déjà résister à cette force de frappe, c'est un exploit en soi. La seule raison qui a causé la défaite des troupes de Louis Delgrès, c'est que ces troupes n'étaient pas ravitaillées en armes et en nourriture. Donc au bout d'un moment, les hommes, les femmes, les adolescents ont été affaiblis par le manque de nourriture, mais surtout, ils n'avaient plus de quoi riposter. Ils n'avaient plus de munitions pour les canons, ils n'avaient plus de munitions pour les fusils, pour les pistolets. Donc, au bout de 3 semaines, il a fallu se rendre à l'évidence que cette guerre était perdue. Et à ce moment-là, un deuxième exploit intervient au sein des troupes de Louis Delgrès. C'est qu'en plusieurs endroits de l'île de la Guadeloupe, différents groupes décident de se donner la mort plutôt que d'être pris vivant et d'être ramené en esclavage. Et Louis Delgrès, le premier, a proposé cette option à son groupe, puisqu'en fait, ils étaient divisés en plusieurs groupes. Il avait confié des troupes à ses lieutenants pour pouvoir justement combattre un peu partout sur l'île. Il était à peu près avec 300 soldats, hommes, femmes. Et là, Louis Delgrès va proposer à ses soldats de se faire exploser avec le peu de poudre à canon qu'il leur reste. Tous les soldats, à l'unanimité, acceptent de se faire exploser, de se donner la mort. Tous. J'ai des frissons quand je vous dis ça parce qu'il faut une telle force mentale, il faut une telle volonté, il faut une telle détermination que vraiment nos ancêtres, on leur doit énormément en termes de force. Vraiment, ce qu'il y a dans nos gènes là, on ne se doute même pas du pouvoir qu'on a en nous en fait. On descend de ce genre de personnes. Et là où, troisième exploit, Louis Delgrès, malin qu'il est et stratège qu'il est, se dit « Écoutez, on n'a peut-être plus suffisamment de munitions pour faire des dégâts. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser approcher suffisamment pour pouvoir, avant de faire exploser la poudre, de sorte à ne pas seulement nous tuer nous, mais en tuer le maximum dans leur camp. » C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont laissé les soldats français s'approcher suffisamment avant de faire sauter les barils de poudre. Ce qui fait que même en étant vaincus, ils ont réussi à entraîner une dernière fois une partie des troupes de Napoléon. Suite à cet épisode, l'esclavage sera rétabli pendant 46 années avant d'avoir une deuxième abolition en 1848 qui, elle, sera définitive. Alors, Louis Delgrès était certes le meneur puisqu'il avait des stratégies militaires qui dépassaient les capacités des autres, mais il a été accompagné de lieutenants extrêmement efficaces aussi. Et notamment, parmi les plus connus, il y a Solitude, qui était une femme, et il y a Joseph Ignace. Je n'aurai pas le temps dans cette vidéo de rentrer dans le détail de leur parcours incroyable. Donc, je vous recommande vraiment d'aller lire les articles qui les concernent sur la page Instagram Grandeur Noire. Alors, juste quelques mots sur ces deux-là, parce qu'ils sont vraiment incontournables dans cette histoire. Joseph Ignace était un Africain. Il était bien évidemment un ancien esclave avant 1794. En récupérant sa liberté à la première abolition, il est devenu charpentier et il était hors de question pour lui de retourner dans l'esclavage. Du coup, il s'associe avec Louis Delgrès, il prend une des troupes de Louis Delgrès en charge et il va être redoutable contre l'armée de Napoléon. Pour les mêmes raisons que Louis Delgrès, lui aussi va finir par être vaincu puisqu'il va être assiégé à Bainbridge avec à peu près 1000 compagnons, hommes et femmes encore une fois, et il se retrouve en manque de munitions, en manque de nourriture, donc une fois encore affaibli, il préfère la mort. C'est-à-dire que sans se consulter, puisque l'un est à Basse-Terre, l'autre est à Bainbridge, chacun décide de se donner la mort plutôt que de retourner à l'esclavage. Vivre libre ou mourir. Je tiens à préciser que chacun avait une femme, que ces deux femmes, celle de Louis Delgrès et celle de Joseph Ignace, ont participé à la lutte armée, faisaient partie des combats et qu'elles aussi ont été massacrées par les Français. Si vous allez en Guadeloupe, surtout passez par le boulevard des Héros où tout le long du boulevard, il y a des statues de ces figures historiques guadeloupéennes
glorieuse, c'est-à-dire Louis Delgrès, Joseph Ignace, Solitude. Donc vraiment, si vous passez par là, allez admirer parce que c'est exactement ce genre de statue qu'il nous faut commémorer. Des statues de grandeur, de dignité et de résistance. D'ailleurs, un grand bravo à Jackie Poulier, qui est le sculpteur guadeloupéen qui a réalisé ces statues. Solitude, quant à elle, est une métisse. Sa mère africaine s'est fait déporter vers la Guadeloupe et sur le trajet en bateau, sa mère s'est fait violer par un marin européen. Solitude est donc née de ce viol. Sa mère, qui avait certainement un tempérament d'insoumis et d'irréductible, s'est immédiatement enfuie de la plantation où on l'a affectée et elle a vécu seule avec sa fille dans la forêt pendant des années jusqu'à ce qu'elle décède. Solitude devait avoir à peu près 9 ans. Et c'est à partir de ce décès que Solitude s'est retrouvée seule. Sa mère lui avait appris à être autonome, heureusement, et à reconnaître les plantes médicinales, savoir comment se faire à manger, comment se faire un abri. Donc elle savait vivre en forêt à 9 ans. Mais de temps en temps, elle allait quand même voler sur les plantations de quoi manger ou des outils ou des choses dont elle avait besoin. Donc, à force de la voir venir toute seule, les esclaves des plantations ont surnommé cette petite enfant Solitude. Et c'est un nom qu'elle a gardé même à l'âge adulte. Alors, une fois que la première abolition est intervenue, elle a pu sortir de la forêt et fréquenter les autres Africains de l'île. Elle a d'ailleurs trouvé un compagnon avec qui elle a commencé une vie de couple. Et au moment où, en 1802, Napoléon décide de rétablir l'esclavage, Solitude est enceinte. Elle refuse que son enfant connaisse l'esclavage. Elle refuse également que son enfant vive dans un marronnage aussi pénible que ce qu'elle a connu elle. À devoir chaparder, à devoir se cacher tout le temps, à devoir vivre dans la peur d'être retrouvée. Donc, même avec son ventre de femme enceinte, elle s'enrôle dans l'armée et elle a été une véritable terreur pour les Français parce qu'elle tenait des revolvers dans chaque main et elle dégommait tout ce qu'il y avait devant elle. Elle était très bonne tireuse. Donc elle a provoqué énormément de dégâts chez les Français au point qu'elle est carrément devenue chef de troupe, lieutenant, et que Louis Delgrès lui a carrément confié un groupe de soldats qu'elle dirigeait, elle femme. Malheureusement, cette machine de guerre qu'est Solitude va finir par être vaincue pour les mêmes raisons que vous savez, manque de munitions, etc. Elle aura le temps de voir son compagnon, le père de son enfant, être massacré par un obus. Et la perversion des soldats français vont les pousser à capturer Solitude, à la maintenir en vie jusqu'à son accouchement pour récupérer son enfant comme main-d'œuvre pour l'esclavage. Malheureusement, Solitude a été exécutée, mais son enfant, c'est ce qu'elle ne voulait surtout pas, a été récupéré. Personne ne sait ce qu'est devenu cet enfant. Donc voilà un peu du côté des abolitionnistes de la Guadeloupe. Je n'ai cité que Louis Delgrès, Joseph Ignace et Solitude, mais sachez que toutes les personnes qui ont participé au combat, c'est-à-dire les milliers d'Africains qui ont rejoint la démarche de Louis Delgrès de résistance à ce rétablissement de l'esclavage, eh bien, toutes ces personnes sont des héros, des héroïnes. Toutes ces personnes se doivent d'être commémorées. Toutes ces personnes devraient être dans notre mémoire, on devrait connaître leurs noms. Malheureusement, les Français se sont chargés d'effacer la plupart des noms, mais toutes ces personnes méritent autant de lumière, autant de reconnaissance que les 3 que je vous ai cités. Je vous les ai cités parce que c'était des chefs de troupe, mais toutes les personnes que ces chefs de troupe ont dirigées comptent tout autant, puisque sans elles, il n'y aurait pas eu de résistance pendant 3 semaines. Donc voilà, on est en 2021 et ces noms-là ne sont pas dans la salle des abolitionnistes au Memorial Act. Il y a 5 portraits de personnes blanches qui sont des alliés, des complices, des collaborateurs, mais qui ne sont pas des abolitionnistes dans la salle du Memorial Act intitulée « Salle des abolitionnistes ». Le seul abolitionniste noir, donc le seul véritable abolitionniste, c'est un Américain, Frederick Douglass. Alors que sur l'île même, il y a déjà une histoire riche, il y a déjà énormément d'exemples d'abolitionnistes. Anyway, ceux qui ne savent pas ce qu'est le Memorial Act, allez voir ma vidéo sur le Memorial Act. De même que ceux qui pensent savoir ce que c'est, ceux qui l'ont déjà visité, mais qui n'ont pas vu cette vidéo, allez la voir. Alors cette fois sur l'île de Curaçao,
il y a l'exemple de Toula-Rigaud. Très peu d'entre nous connaissent son histoire et pourtant, alors Toula-Rigaud a vécu à la même période que Louis Delgrès, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Alors en août 1795, Toula décide d'organiser une grève avec les 40 autres Africains et Africaines qui sont en captivité sur la plantation avec lui. Et cette grève était censée être pacifiste. Il s'agissait juste d'arrêter le travail pour exiger un meilleur traitement ou un peu plus de nourriture. Et en fait, ça a dégénéré parce que le propriétaire de la plantation a décidé d'ignorer les doléances. Donc là, on va dire que Toula et ses compagnons ont pété les plombs. Et d'une démarche pacifiste, ça s'est transformé en révolte sur toute l'île. Donc pour commencer, à 40 sur la plantation, ils ont tout massacré. Le propriétaire, brûlé la maison, brûlé les champs, cassé les outils, bon bref, ils ont tout dévasté. Et ils ont eu l'idée d'aller s'attaquer à l'édifice qui contenait toute l'artillerie des soldats de l'île. Donc ils sont allés casser cette artillerie, prendre, voler tous les fusils, toutes les armes qu'ils pouvaient. Et de là, ils sont allés libérer d'autres esclaves de plantation, d'autres Africains, Africaines, un peu partout, distribuer les armes. Ça s'est transformé en libération massive et totalement improvisée et en distribution d'armes massive également. Donc là, les Blancs de l'île qui étaient en infériorité numérique se sont retrouvés dépassés. Dites-vous que là, on parle de 4000 Africains sur l'île qui sont armés et qui sont vénères. Donc ces 4000 Africains ont commencé à tout brûler sur leur passage, mairie, préfecture, maison des maîtres, etc. Ça a été le chaos total. Pendant un mois, l'armée britannique va être humiliée parce qu'ils ne vont pas du tout réussir à les contenir, à les maîtriser. Ils vont être humiliés en fait parce que bataille sur bataille, ils vont perdre. Les Britanniques vont perdre en face d'Africains qui ne sont pas formés, à qui on n'a pas appris à tirer et qui pourtant les dégomment les uns après les autres. Et donc, après un mois de triomphe, Toula-Rigaud ne souhaite plus uniquement un meilleur traitement, un peu plus de nourriture, des vêtements un peu plus chauds. Non, là, il veut l'abolition de l'esclavage, là, carrément, et l'indépendance de l'île. Donc là, on est vraiment passé d'un petit stade où, imaginez-vous, le propriétaire aurait accepté dès le départ, par rapport à la grève pacifiste, il aurait accepté les doléances. L'île n'aurait pas connu la révolte de Toula-Rigaud. Mais là, c'est parti d'une toute petite étincelle, ça a embrasé toute l'île. Et là, les Africains rebelles, les 4000 Africains rebelles demandent l'indépendance de l'île et l'abolition de l'esclavage. Finalement, les munitions, encore une fois, finissent par faire défaut. La nourriture aussi, parce que bien évidemment, quand on est en train de se battre, on n'est pas en train de faire de l'agriculture, de planter, de pouvoir récolter. Donc nécessairement, au bout d'un moment, les récoltes qui étaient encore là en août 1795, elles sont épuisées. Donc là, jusqu'en octobre, il y aura des combats victorieux du côté des Africains. Mais malheureusement, en octobre, Toula-Rigaud se fait capturer et il est massacré en public. Et en fait, la perte du meneur de cette révolte va déstabiliser les troupes qui déjà n'ont pratiquement plus de munitions, n'ont pas suffisamment de nourriture. Donc, l'armée britannique réussit à reprendre le dessus et à maîtriser les Africains rebelles. Une grande partie a été exécutée, une autre mutilée. Et puis le peu qu'il restait, on les a remis au travail. Et l'abolition de l'esclavage à Curaçao ne va intervenir que 68 ans plus tard, c'est-à-dire en 1863. Et bien malgré ce qui pourrait être considéré par certains comme un échec, malgré tout, Toula-Rigaud reste un héros parce qu'il a triomphé pendant des mois sur une armée mieux équipée que lui, formée, etc. Donc résister à ça et surtout mener une révolte et arriver à discipliner la révolte et à l'organiser, c'est un triomphe. Et Toula-Rigaud est commémoré chaque 17 août à Curaçao en tant que héros de la nation. Et il y a même une superbe statue qui le commémore et qui le montre, Toula-Rigaud, en train de casser les chaînes de ses compagnons africains et africaines. Alors pour ceux qui maîtrisent l'anglais, il existe, en tout cas il existait il y a quelques années, un film en accès gratuit sur YouTube qui s'intitule Toula the Revolt. Malheureusement ce film, en tout cas à l'époque où moi je l'ai regardé,
n'était ni en version française ni sous-titré en français. Donc c'est vraiment pour les personnes qui maîtrisent l'anglais. Je ne sais pas s'il est toujours en accès parce que comme je vous l'ai dit dans d'autres épisodes, il y a beaucoup de vidéos qui disparaissent de YouTube. Alors mon dernier exemple du jour, et croyez-moi qu'il y en a énormément d'autres à raconter, mais en général on me dit que mes vidéos sont trop longues, donc je ne donnerai que 3 exemples. Mon dernier exemple, il s'agit de Samuel Sharp à la Jamaïque. Alors je précise que même si mes 3 exemples concernent uniquement des îles de la Caraïbe, il y a eu des abolitionnistes sur le continent américain, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai mis en lumière des abolitionnistes des îles de la Caraïbe, tout simplement parce que j'ai déjà parlé de nombreux abolitionnistes qui sont sur le continent dans d'autres épisodes. Je n'ai pas envie d'être redondante. Dans l'épisode intitulé « La résistance des Africains pendant l'esclavage », je vous ai parlé de Dandara et de Zumbi au Brésil. Je précise d'ailleurs que Dandara, je raconte son histoire en détail dans le livre My Type of Bad Gal, livre que vous pouvez retrouver en lien dans la barre d'infos. Dans ce même épisode, je vous ai également parlé de Gaspar Yanga au Mexique et j'ai également cité Nat Turner aux États-Unis. Mais il y a également Harriet Tubman, Sojourner Truth. Et en Guyane, j'ai également nommé Linval, Cupidon, Pompée, Gertrude, Simon et tellement d'autres. Donc si vous souhaitez des exemples d'abolitionnistes du continent, retournez voir l'épisode « La résistance des Africains pendant l'esclavage ». Dans 2 autres épisodes, celui sur les chefs d'État exemplaires et celui sur la Déclaration des droits de l'homme, je vous ai parlé de l'abolitionniste Soundiata Keïta, qui pour le coup est africain, qui a été le fondateur de l'Empire du Mali et qui a élaboré la charte du Mandingue et qui a été le premier dans l'histoire de l'humanité à interdire la pratique de l'esclavage, que ce soit celle mise en œuvre par les Arabes ou que ce soit celle mise en œuvre par les Européens. Donc j'en reviens à Samuel Sharp de la Jamaïque. Alors lui, il est arrivé à une période après Louis Delgrès en Guadeloupe et après Toularigo à Curaçao, puisqu'il est né au début des années 1800. Donc les autres étaient déjà en train de faire la guerre et de se battre, c'était déjà adulte que lui, il est né. Et très rapidement, il va s'avérer être un petit génie parce que déjà, il va apprendre à lire de façon autodidacte. C'était très rare pour l'époque que des esclaves sachent lire. Et du fait que lui sache lire, eh bien, une fois adulte, son propriétaire va lui donner la responsabilité de faire le prêche pour ses confrères africains et africaines de la plantation. Parce que bien évidemment, le christianisme était un moyen de maintenir les Africains en esclavage, c'est-à-dire qu'on leur faisait croire à un paradis, à une vie meilleure après, pour qu'ils puissent mieux supporter les sévices de cette vie-là. Il était donc très important pour chaque propriétaire blanc de laver le cerveau de sa main-d'œuvre africaine tous les dimanches, chaque jour de fête sainte, en les obligeant à aller à l'église et à écouter des prêches où on leur disait que de toute façon, ils méritent leur sort, c'est la malédiction de Cham, que de toute façon de ne pas s'inquiéter des tortures ici-bas puisque une meilleure vie les attend s'ils acceptent justement ces sévices docilement. Bref, toujours est-il qu'il était essentiel pour les Blancs que les Noirs puissent entendre les interprétations des messages de la Bible. Donc, certains n'appréciaient pas de passer ce moment-là avec des Africains. Donc, ça a été l'occasion pour ce propriétaire de se débarrasser de cette tâche et de la confier à Samuel Sharp qui savait lire et donc qui pouvait lire la Bible et faire le prêche. Et en fait, Samuel Sharp a tellement bien réalisé cette tâche que les propriétaires des plantations voisines ont commencé à envoyer leurs esclaves à eux aussi dans le prêche de Samuel Sharp le dimanche. Et puis finalement, sa réputation s'est tellement répandue que le propriétaire de Samuel Sharp a été approché par différentes plantations éloignées pour envoyer Samuel Sharp faire des prêches auprès d'eux. Ce qui fait que Samuel Sharp a eu l'autorisation de se déplacer dans différentes plantations de la Jamaïque pour prêcher. Il ne faut pas oublier que Samuel Sharp est avant tout un Africain en captivité. Donc ce n'est pas l'ami des propriétaires. Il n'est pas là pour œuvrer
dans l'intérêt des propriétaires. Donc rapidement, il va mettre en place l'organisation clandestine d'une protestation pacifique. Parce que bien évidemment, à force de lire la Bible, eh bien, il avait des convictions religieuses qui l'empêchaient d'avoir recours à la violence. Donc Samuel Sharp a fomenté une protestation pacifique en allant de plantation en plantation délivrer le message de l'organisation et de la logistique. Son plan était le suivant, c'était de lancer une grève générale simultanée. C'est-à-dire que sur toutes les plantations de l'île, tous les Africains cessaient de travailler en même temps. Et il a choisi la période de Noël, donc la période de décembre, parce que c'est la période de récolte de la canne à sucre et que la particularité de la canne à sucre, c'est qu'elle pourrit très vite. Si elle n'est pas ramassée dans les 3 jours, elle pourrit. Et c'est très stratégique de sa part parce que ça obligeait les propriétaires, les maîtres, à céder très rapidement s'ils ne voulaient pas perdre toute leur récolte de l'année. Donc Samuel Sharp passe le mot en voyageant de plantation en plantation. La grève s'organise en secret et en décembre 1831, c'est parti, on lance le mouvement. Un beau jour, les propriétaires se réveillent, point d'esclaves au champ, que se passe-t-il? Et c'est là que Samuel Sharp n'avait pas anticipé la réaction finalement des propriétaires blancs. Ils n'avaient pas mesuré en fait leur degré de cruauté. Donc les propriétaires blancs décidèrent de faire intervenir l'armée pour forcer les grévistes à retourner au travail. Et bien évidemment, ça a dégénéré. Parce que là, clairement, il s'agissait des Africains de toute l'île. Et c'est quelque chose qu'ils avaient préparé depuis très longtemps. Ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. Donc, comme ils ont été attaqués par l'armée, ils ont riposté. Et comme il y a eu des morts du côté africain, forcément, puisqu'ils étaient avec des fourches et des outils contre des fusils de l'armée britannique, eh bien, ces morts-là ont provoqué une détermination à ne pas céder. Et là, une véritable guerre a éclaté sur toute l'île qui a impliqué des milliers d'Africains contre les troupes britanniques. Alors, il y a eu des pertes du côté britannique, que ce soit des bâtiments brûlés, que ce soit des familles tuées. Mais, étant donné que cette grève était censée être pacifique, les Africains n'étaient pas armés, n'étaient pas préparés à faire la guerre. Donc, clairement, ils n'ont pas tenu très longtemps avant de se faire maîtriser et massacrer. Donc, il y a eu des centaines de morts parmi les Africains. Et parmi les survivants, beaucoup ont été torturés et ensuite exécutés, notamment Samuel Sharp. Alors, en tant qu'instigateur de ce mouvement qui s'est transformé en violente révolte, eh bien, Samuel Sharp a été capturé, torturé pendant des semaines et finalement pendu. Et la dernière phrase de sa vie qu'il a prononcée sur le chemin de la potence, c'est, ouvrez les guillemets, « Je préfère mourir sur la potence que de vivre dans la servitude », fermez les guillemets. Donc, une fois de plus, on constate dans toutes les guerres des abolitionnistes qu'il y a cette phrase qui revient « vivre libre ou mourir ». C'est toujours ce même état d'esprit, que ce soit dans la lutte à Haïti lors de la bataille de Vertières, que ce soit avec Louis Delgrès et ses troupes qui se font sauter plutôt que d'être capturés vivants, ou que ce soit ici avec Samuel Sharp à la Jamaïque. Alors Samuel Sharp n'aura pas sacrifié sa vie pour rien, puisque lorsque les Blancs de l'île ont constaté à quel point les Africains pouvaient s'organiser massivement, simultanément, alors qu'eux étaient en infériorité numérique, ils ont vraiment commencé à avoir très peur et à dormir très mal la nuit. Ils devaient se demander chaque soir en se couchant s'ils n'allaient pas être égorgés dans la nuit ou tout simplement qu'on mette le feu à leur maison et qu'ils brûlent vifs à l'intérieur. Ce qui fait qu'en moins de 2 ans, une loi était passée déclarant l'abolition. En 1838, ça y est, l'abolition était effective en Jamaïque. Cette abolition ne serait certainement pas intervenue aussitôt sans l'action de Samuel Sharp. Alors, ce que l'on remarque avec ces 3 exemples concrets, c'est que la liberté ne s'attend pas. Partout où il y a eu mise en esclavage des Africains, partout, ils se sont révoltés. Ils ont résisté. Quel que soit le prix à payer, que ce soit leur vie, celle de leurs enfants,
celle de leurs proches. Les Africains n'ont jamais accepté la soumission, la domination, que ce soit sur le continent ou une fois déportés. Jamais. La seule chose qui a pu nous faire croire que nos ancêtres ont accepté docilement, c'est parce qu'on ne nous a jamais parlé des cas de révolte, de rébellion et de résistance. On nous a toujours présenté les sauveurs comme étant des blancs. On nous a toujours présenté les gens qui ont cessé cette barbarie comme étant des blancs. Un criminel n'arrête pas ses crimes de lui-même. C'est toujours un élément extérieur qui l'empêche de continuer. Et en l'occurrence, pour le crime abominable qu'est l'esclavage, les criminels, les esclavagistes ne se seraient jamais arrêtés d'eux-mêmes. L'élément est forcément extérieur à leur communauté, ce sont les Africains. C'est parce qu'il y a eu autant de révoltes, de plus en plus rapprochées dans le temps, de plus en plus violentes et dangereuses pour eux, que les Blancs ont compris qu'il était dans leur intérêt de libérer les Africains, parce que les Africains étaient désormais plus nombreux qu'eux, et que les Africains devenaient de plus en plus impossibles à maîtriser, de plus en plus imprévisibles. C'est uniquement la crainte pour leur propre vie, leurs propres intérêts, qui ont poussé les Européens à libérer les Africains. Ça ne vient pas d'eux spontanément. Alors oui, il y a eu quelques petites exceptions au sein des nations européennes qui se sont souciées de la moralité, qui se sont souciées de la condition humaine. Mais vraiment, ceux qui sont sincères dans cette démarche-là, on peut les compter sur les 2 doigts de la main. Ça ne dépasse pas ça. Donc vraiment, les 2 choses essentielles à retenir de cette vidéo. La première, les Africains n'ont jamais accepté l'esclavage. Ils se sont toujours opposés d'une manière douce, discrète ou d'une manière violente et frontale. Mais toujours opposés. Depuis l'invasion en Afrique jusqu'aux abolitions dans les Amériques. La deuxième chose, c'est que les abolitionnistes ne sont pas blancs, ne sont pas européens. Ce sont nécessairement des Africains, point. Et peut-être la troisième chose à retenir en bonus, ce serait que la liberté ne se demande pas, elle ne s'attend pas. Elle n'est pas tendue comme ça, elle n'est pas offerte, elle s'arrache. Donc aujourd'hui, si on se sent prisonnier d'un système, si on se sent oppressé, il ne faut rien attendre des gouvernements et des personnes qui nous oppressent, qui nous gardent captifs de quelque chose de nocif. C'est à nous, population, de nous prendre en main et de nous organiser. Tant que ça ne viendra pas de nous, nous resterons dans un système qui va de plus en plus brider nos libertés. Je rajouterai également que ce qu'on appelle abolition de l'esclavage est en réalité une évolution de l'esclavage, puisque les chaînes ont changé d'emplacement, mais elles sont toujours là. Les chaînes ont été ôtées des poignets pour être déplacées sur nos portefeuilles. Et la population concernée par l'esclavage a également été transformée. C'est-à-dire qu'avant, il s'agissait uniquement des Africains. Aujourd'hui, ça a été élargi par rapport à ceux qui ont les moyens financiers et ceux qui n'ont pas les moyens financiers. Donc ceux qui ont de plus en plus de moyens financiers accèdent à de plus grandes libertés. Et ceux qui ont de moins en moins de moyens financiers sont de plus en plus captifs du système, sont de plus en plus des esclaves. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez l'importance de commémorer nos héros, de commémorer les personnes qui se sont battues pour que nous soyons là aujourd'hui avec certains droits, certains privilèges. Il est extrêmement important de connaître leur nom, leur histoire et de les raconter à nos enfants pour qu'eux puissent les connaître encore plus tôt et être inspirés de leur bravoure, de leurs actions. Voilà pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Le lien PayPal est en barre d'infos. Merci d'avance. Et il y a la sortie de ce puzzle. Donc vraiment, allez jeter un œil. Ce sont 200 pièces. Donc ça occupe un enfant pendant pas mal de temps. Et en plus, ce puzzle peut être utilisé comme un poster parce que vous pouvez le mettre sous vitre et l'accrocher dans la chambre de l'enfant ou bien n'importe où ailleurs dans la maison. Merci beaucoup à Wesley Dupré puisque c'est l'un de ses merveilleux dessins. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.